Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Brief du jour. Désolé, je sors pas la vidéo. Alors, c'est pas que j'en ai pas envie, mais malheureusement, il y a un facteur euh, lié à l'hiver et à une couverture nuageuse ce matin sur Toulouse qui fait que malheureusement, dans la vidéo, il y a quand même un facteur qui s'appelle la lumière. Et je manque clairement de luminosité et j'ai pas spécialement envie d'attendre 10 heures pour vous enregistrer quelque chose. Donc voilà, navré, mais on va faire avec les moyens du bord. Donc je vais faire sans enregistrement vidéo. Mais on va quand même aller... Enfin, je suis allé jeter un œil aux différents indicateurs de sentiment, ce que je vais essayer de vous résumer d'ailleurs. Donc évidemment toujours le même problème, les indices montent, les particuliers essayent de vendre, ce qui me pose énormément de problèmes quant à la capacité d'essayer de mettre à profit ces résistances moi-même. Toujours en stratégie de couverture, j'entends bien, pas question de passer net vendeur pour l'instant, mais voilà, donc ça me pose problème sur ce plan-là. De l'autre côté du bord, évidemment, pour le sentiment plutôt professionnel, la partie Fear and Greed est allée taper loin dans la zone d'extrême grid, on est passé à 91 dans les clôtures précédentes, ça bourre bien, et la question étant donc, est-ce que réellement on a affaire à un franchissement de résistance imminent, ce qui est quand même relativement probable. En tout cas, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui pour la partie indicielle. Après, on part sur la partie crypto pour essayer de voir si ces mêmes résistances ont une probabilité raisonnable de sauter. Donc on commence toujours ici par la lecture corrélée, essaye de voir un peu s'il y a des informations à piquer de la corrélation. Et là, clairement, oui, autant on voyait ces dernières semaines, tout le monde marchait plus ou moins de consort, sauf évidemment les secteurs plutôt défensifs, small cap, et puis derrière, on avait vu les secteurs plutôt value, les secteurs énergétiques se faire exploser la gueule avec les news sur les vaccins. On voit bien que tout ça, c'est fini. Hier, le secteur énergétique est vendu, les small cap, ça se défend, donc on fait attention. Ce que je note depuis 24 heures, c'est le départ des valeurs techno. Mais en fait, ce qu'on va surtout noter, c'est que le départ des valeurs techno, c'est surtout Apple qui fait cavalier seul hier, qui tente de sortir de son triangle. On va aller l'étudier clairement parce qu'il y a des niveaux techniques maintenant assez évidents dans le range mature pour naviguer la gestion du risque. Donc les niveaux au-delà desquels clairement il y aura une aspiration acheteuse assez forte, les niveaux en dessous desquels beaucoup de stop-loss risqueraient de se déclencher en même temps. Et alors là, évidemment, on aurait, je pense, un pullback. Et comme on l'a dit toujours, de manière assez épidermique, c'est-à-dire pas quelque chose de dramatique, mais quelque chose qui fait baisser les indices, non pas parce que les indices deviennent baissiers, mais simplement parce qu'une grosse action et un gros panier d'actions qui pèsent très lourd pourraient lâcher assez fortement. Et encore une fois, sans nécessairement passer baissier. Ces valeurs-là, elles risquent juste de se prendre une tatane et d'être recherchées à nouveau à l'achat derrière. Donc voilà, on va reprendre tout ça parce que évidemment, ce qui me gêne, c'est que comme d'habitude, certains de mes propos sont très rapidement déformés, ce qui me casse magistralement les couilles comme d'hab. Mais bon, c'est pas faute d'essayer toujours de décrire au maximum ce qui se passe réellement. Il y en a toujours qui préfèrent voir le minimum de ce qu'ils préfèrent voir, à savoir, comme je regarde ce qui se passe sur les résistances, je short dans tous les sens, je fais n'importe quoi. Bref, encore une fois, ça me fatigue de me défendre en permanence. Donc bref, on va continuer quand même. Donc le principe étant donc que je vois bien ici qu'au contraire, au lieu de voir une phase de décorrélation, j'ai plutôt l'impression de voir une phase de recorrélation. C'est plutôt le synonyme généralement de système correctif. Donc ici, je commence à me poser la question donc de est-ce qu'on a réellement une rotation sectorielle qui pourrait favoriser à des secteurs qui pèsent lourd dans les indices, donc qui pourrait donner un élan de hausse dans nos indices, à la seule condition évidemment que les technos, après avoir été sous-performantes, arrivent réellement à croiser le chemin avec tous les autres secteurs plus défensifs, qui eux sont en repli, et uniquement à cette condition-là, on aura une rotation sectorielle bénéfique à une hausse du S&P 500. Et sinon, il se passe quoi? Sinon, si les valeurs techno n'arrivent pas à décoller et que les valeurs défensives se ramassent la gueule après avoir fait un trade value, tout le monde part au sud. Donc, effectivement, on aura plutôt affaire à une correction. Pas un retournement ultra bear, etc. du marché. On va discuter un peu de tout ça. Donc comme on le voit, cette lotion-là, elle est visible sur l'ensemble des indices. Tout le monde est en train d'essayer de travailler des résistances et les secteurs qui étaient les plus offensifs sont aujourd'hui les plus défensifs. Et on note donc justement, toujours pareil, nos amis les top 5 qui essayent de prendre le relais. Et on va bien le voir, malgré tout, hier, malgré la hausse d'Apple, en fait, ces autres collègues restant quand même assez largement dans le rouge, on fait encore une fois très attention. Pour moi, le timing n'est clairement pas opportun et c'est pas parce qu'Apple tente de nous faire une Tesla entre guillemets, Tesla l'ayant déjà fait et est allé chercher des zones très résistantes, Tesla. Donc il faut se poser la question clairement aujourd'hui du
timing. Est-ce qu'Apple a réellement le bon timing pour breaker ou est-ce qu'elle va juste envoyer un faux signal? Bref, on va discuter de tout ça tout à l'heure. En tout cas, pour qu'il y ait vraiment alignement des planètes pour un repli à Wall Street, il va falloir casser certains niveaux, il va falloir que des grosses valeurs et surtout, je vais être très clair, que Apple invalide sa sortie haussière, en tout cas sa tentative hier, puisqu'il n'y a rien du tout. Et tout ça, tout ça. Et on a encore à parler des cryptos derrière. Donc, vous dire, le programme est chargé ce matin. Ça m'étonnerait que j'arrive à tenir tout ça en 10 minutes. Donc, sur le S&P, on en est où? Toujours au même endroit. Moi, ce qui me pose petit souci à l'instant présent, alors je vais enlever un peu tous les... Voilà. Ok, c'est juste de regarder la tronche de la bougie mensuelle qu'on vient de clôturer. Et ces genres de bougies-là, attention, quand elles se produisent sous résistance sur des zones où, comme on le voit, on est en fin de cycle et on a déjà atteint des targets de cassure de type range, voilà, moi j'ai toujours l'impression qu'avant d'installer une tendance sur ce marché, il va falloir se taper un repli visible sur le graphique mensuel. C'est un argument que je vous défends quand même depuis déjà plusieurs semaines pour vous dire, pour ma part, Wall Street, ça s'achète pas tant qu'on ne voit pas le repli en mensuel. Alors considérer que ça, c'était suffisant. Bon, peut-être qu'au final, c'est moi qui ai tort, mais j'ai l'impression que ça ne l'est pas et qu'il nous reste un petit repli à faire. Repli que se sont déjà offerts les marchés européens. Hein. C'est un peu voilà, ce genre de truc que j'espère à Wall Street, repris très fortement, parce que vous voyez, là, on est en avalement haussier mensuel sur le DAX. Je suis d'ailleurs acheteur de DAX et je suis toujours couvert sur le S&P 500. Ça ne veut pas dire que je suis net vendeur, hein. Ça veut juste dire j'ai pour l'instant sur des positions de couverture sur ces indices. Je suis acheteur d'actions et vendeur d'indices sur la partie américaine. Ce qui pour l'instant ne s'avère pas un choix très intelligent puisqu'il y a toujours les valeurs qui pèsent très lourd dans ces indices qui les maintiennent. Et puis il y a eu le rebond value. Donc bref, pour l'instant, les indices large spectre ne veulent pas baisser. Donc je surveille tout ça, mais attention, je travaille également quand on a ce genre de marabouzou en fin de cycle. C'est aussi là que justement le sentiment est à son paroxysme et qu'au final, quelque chose se grippe et boum. Et vous voyez combien de fois on a fait ce genre de truc, les fins un peu épidermiquement haussières et d'un coup, paf, on se prend effectivement des bougies assez bear derrière. Alors je doute clairement qu'on arrive à être extrêmement bear, sauf si on voulait terminer l'année sur une note plus contrastée, mais là il faudrait un catalyseur pour vraiment tenir un avalement baissier, mais même si ça devait être le cas, je doute clairement que le marché ne soit pas repayé derrière. Donc évidemment, il y a aussi l'argument de ceux qui vont dire à quoi ça sert de baisser si c'est pour remonter, le marché ne baissera tout simplement pas. C'est possible, mais encore une fois, dans ce cas-là, il faut le prendre en compte dans sa gestion du risque. C'est-à-dire que toujours pareil, ceux qui achètent avec des leviers dans ces marchés ou qui payent des actions très très chères, risquent de subir une volatilité assez impressionnante. Et encore une fois, on parle ici quand même d'un truc un peu épidermique qui pourrait causer un retour en territoire de bear market, sans pour autant pouvoir, à mon sens, y entrer. Mais bien entendu, de se dire, moi je recherche des opportunités acheteuses, soit je laisse courir les positions acheteuses en cours, ce que je fais actuellement, je recherche des couvertures sur les zones de risque sur lesquelles nous sommes clairement, mais par contre, je n'anticipe pas un retournement de marché, clairement pas à ce stade-là. Bien au contraire, je serais même plutôt en recherche de stratégies en soutien sur les différents supports qu'on pourrait trouver vers ces zones-là. Celle qui me plaît clairement, je vous le dis direct, c'est l'ancien sommet ici en 2018, qui me plaît clairement pour un potentiel pullback très rapide, très épidermique, difficile d'y tenir les clôtures, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vois la bougie annuelle, ça m'étonnerait clairement qu'on la clôture comme ça. Pour différentes raisons. Parce que statistiquement parlant, ce genre de chandelier, on ne les voit pas. On voit plutôt des dojis, voire je verrais bien effectivement une clôture vers les 3000, avec une bougie légèrement négative, avec une mèche haute et surtout une grosse mèche basse, et malgré une clôture négative, on aurait donc cassé à la fois le plus haut et le plus bas du chandelier, ce qui laisserait clairement à penser que peut-être que l'année prochaine resterait à l'intérieur du chandelier de cette année, une année, encore une fois, de rotation présidentielle, où on ne sait pas trop quoi attendre de la présidence Biden, on s'attend franchement quand même à des choses positives, mais le problème c'est que c'est aussi beaucoup déjà dans les prix, ces choses-là, vu qu'on a anticipé tous ces soutiens monétaires, etc. Donc j'ai l'impression, encore une fois, qu'il ne nous reste pas grand-chose à mettre en place dans les prix, sauf des bulles spéculatives, et je ne suis pas réellement certain que ce soit le futur. Maintenant, je ne m'opposerai pas à ces bulles spéculatives si elles venaient à se mettre en place. Et c'est pour ça qu'Apple m'intéresse clairement, puisque pour moi, c'est la représentante. Hein. Apple, c'est la valeur qui a fait x3 en un an. Les bénéfices ne vont absolument pas faire x3. Autrement dit, comment peut-on justifier la hausse de prix? La bulle spéculative. Hein. Pour moi, Apple, c'est clairement la représentante. Les gens continuent de la payer grâce à des scénarios techniques. Autrement dit, on casse des structures, donc on projette des objectifs, mais on oublie complètement où est la valeur. Mais c'est encore une fois une chose qui s'est produite de multiples fois dans l'histoire. Donc ne vous détrompez pas là-dedans.
On n'est clairement pas dans quelque chose de rare. Au contraire, les bulles spéculatives, ça arrive assez souvent. Donc voilà, on fait attention, mais je doute clairement qu'on soit dans le cas de figure de ce type de chandelier, c'est-à-dire où justement on termine en positif et l'année suivante, direct en quille là-dedans, où là, effectivement, on était bien en plein cycle de croissance et il n'y avait pas de doute sur la perspective qu'il y en ait encore devant. Là, aujourd'hui, c'est quand même plus embêtant. On a quand même une économie au ralenti et effectivement, c'est plutôt, on va dire, le massage cardiaque qui fait qu'on arrive encore à pomper du sang. Mais ce massage cardiaque, combien de temps va-t-il durer? Et puis, est-ce qu'on peut réellement maintenir quelqu'un en vie comme ça, sans former des problèmes, c'est-à-dire effectivement des bulles spéculatives et des accumulations de prix un peu irrationnelles. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la partie action. Autrement dit, je vais être très clair maintenant, pour exploiter ce signal-là, il faut clairement un signal, et ce signal-là, pour l'instant, je ne le vois absolument pas. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait à ce stade-là, c'est rejeter immédiatement le début de ce mois-là et commencer à attaquer petit à petit les différents niveaux de support qu'on peut très clairement identifier, puisque pour moi, le dernier niveau de support, il est là. Il avait d'ailleurs été légèrement rompu ici à 2 reprises en fausse cassure baissière. Si on devait retourner vers la zone des 3616, clairement par là, je pense que ça va commencer à devenir gênant. On y voit évidemment le support du canal de tendance. Donc pour moi, tout repli vers ce canal de tendance, ce sera la mise en place de stratégies de couverture sur tous les replis qui seront proposés. Ça ne veut pas dire que je vends comme un débilos ce matin. Je note clairement qu'on a une pattern de TP. Donc, bien évidemment que je vais commencer à regarder dès ce matin les différents signaux de dégradation qu'on pourrait avoir sur les UT inférieurs, puisqu'on est vraiment, on est au maxi, hein, c'est de dire le plus haut mensuel, c'est ça, hein, donc c'est de dire on est juste dessous, et à mon sens, moi, si on déborde, il n'y a même plus besoin de rechercher une stratégie vendeuse. Donc c'est soit ça vend dès ce matin et on se replie vers les supports, et je pense que de sérieuses dégradations peuvent commencer à se mettre en place si on revient tester cette ancienne zone de support. On l'a déjà précassé, ce qui m'invite quand même encore une fois à penser que la probabilité n'est pas négligeable. Maintenant, on démarre pour l'instant avec un biais plutôt positif. Cette nuit a été positive et j'ai pas du tout envie de vendre du DAX. Donc pour moi, le timing, c'est plutôt est-ce que Wall Street va prendre à contre-pied cet après-midi et voir surtout comment vont réagir les indices européens. Est-ce qu'ils vont devoir se ratatiner également ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une tenue du DAX? Parce que j'ai vraiment ce problème cornélien, je sais qu'il y en a un des deux sur lequel je vais avoir tort, mais sur le DAX, j'ai pas envie de vendre, mais je vois bien que ça passe pas non plus. C'est-à-dire que là, attention, si on devait rejeter en soi, ça veut dire ça passe pas et on repasse au sud, et cette fois, même chose, ce support cédera sans aucun problème et il mettra fin à un schéma de hausse. Mettra fin, encore une fois, pas pour une fin du monde, mais probablement pour un repli un petit peu volatile. Mais comme on l'a dit, si ce repli devait être sectorisé sur certaines valeurs qui pèsent lourd dans les indices américains, qu'est-ce qu'on en a à branler d'Apple dans le DAX? Voilà, c'est un peu pour vous faire comprendre le schéma. Donc je pense qu'on aurait un repli globalisé dû à un petit rebond de volatilité sur l'ensemble des indices pour aller chercher des schémas en support. Mais encore une fois, à moyen terme, le DAX, pour moi, a déjà fait des pullbacks qui m'invitent à rester plutôt haussier sur cet indice à moyen terme. Et de dire le pullback a déjà été fait en zone européenne, il me semble toujours que ce qui a empêché le pullback à Wall Street, c'est l'énorme performance de ces grosses valeurs. La question, c'est quand est-ce qu'elles vont rendre les bénéfices? Quand est-ce que les gens vont prendre des gains? Et pour l'instant, effectivement, c'est un peu la stratégie du one-shot, c'est-à-dire qu'on est dedans dans ces valeurs, on refuse d'en sortir parce qu'il faut absolument les avoir en portefeuille, et c'est un peu, comme on le dit, cet aspect irrationnel qui ne reflète plus vraiment les prix. C'est plus de dire, aujourd'hui, il faut absolument s'investir en actions. On achète quoi? On achète de l'indice, donc on achète ces grosses valeurs, puisque quand vous achetez $1 de S&P 500, vous achetez 25 centimes de ces grosses valeurs. Donc les gens essayent à la fois d'acheter large, ce qui induit des signaux techniques haussiers sur des actions qui ne représentent plus du tout la réalité physique des entreprises, mais on s'en fout, puisqu'en fait, tout le monde veut acheter des actions, donc les prix vont monter, on anticipe la hausse des prix, donc ça fait monter les prix, bref, vous comprenez le schéma du chat qui se mord la queue. Mais encore une fois, historiquement parlant, ça s'est produit de nombreuses fois. Ne vous imaginez pas qu'on est dans un cas historique de bulle spéculative. Non, ça s'est produit des dizaines et des dizaines de fois. Donc, on est dans un cas où il faut faire très attention, et surtout pas, pour les débutants, d'aller s'attaquer à ce genre de structure. On y va dessus, et après, je termine pour la partie action. Donc, le truc sur Apple, c'est ça. C'est-à-dire, donc hier, la valeur tente un débordement, ça ne tient pas la clôture en haut, donc on fait gaffe. Voilà les niveaux techniques, à mon sens, à maintenir sur Apple. Merde, évidemment, j'ai pas fait l'analyse technique sur ce graphique. Oh putain, quel con. Bon, je vais la refaire avec vous, ce sera vite fait. Donc, le principe étant toujours de cadrer son marché. Alors, hop, 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 hop. Donc, on voit bien ici clairement le range mature sur l'UT inférieur, le joli triangle. Ce qui va m'intéresser...
Extended hours, ok, ils ont mis. Ok, pardon. J'ai l'impression de ne pas avoir le même graphique que celui sur lequel j'ai fait mon analyse. Mais... Ah non, c'est sur le time frame inférieur. Bon, c'est pas grave. Je prends juste donc de toute façon ici pour placer mes bornes de range. La deuxième, pour moi, la bougie de retournement serait là. Ok. Et pour ma troisième borne, la bougie de retournement, c'est tout en haut. Il me faut le cours d'ouverture, pas la mèche. Voilà. Ok, donc ça, ce serait la troisième borne. Je vais la mettre en plus gras. Et voilà. Donc pour moi, Apple, le niveau à tester et déborder pour donner un signal acheteur, c'est celui-là. Quand je parle de déborder, je parle qu'ici, il faut des breakouts et il va falloir réussir à accéder au sommet historique derrière. C'est-à-dire que toute tentative de débordement et d'échec ne fera que nous faire une Tesla il y a quelques mois. Hein. C'est-à-dire, ça vient là, ça fait semblant, et puis on se replie. Voilà. Donc attention, ici, c'est la zone où il ne faut pas s'amuser à mettre les doigts. C'est beaucoup trop dangereux, et surtout pour tous les débutants. On est en squeeze de momentum, et effectivement, comme vous voyez ici, on tente la cassure de cycle. Donc on fait encore une fois très très attention. Les signaux techniques pourraient être favorables à des achats. On voit bien qu'ici, les cycles sont prêts à un mouvement haussier. Mais attention, ici on voit bien que la cyclicité est respectée. Donc j'ai pas l'impression qu'ici on soit parti pour un breakout. Mais par contre, essayez de tester la troisième borne et on va voir. Là où ça devient extrêmement piquant, c'est si on revient à la deuxième borne sans avoir cassé la troisième ou en ayant fait une fausse cassure. Là, à mon sens, ça signalera des choses beaucoup moins bandantes pour Apple. Mais pour l'instant, on ne peut pas statuer là-dessus. J'ai l'impression que ce qu'on va chercher à faire à court terme, c'est renverser ce canal de tendance, ce qui devrait le reshifter sur quelque chose comme ça. Okay, et je pense que ça va nous faire un alignement très piquant sur le mois à venir, puisque là, on va donc avoir un nouveau contexte, et on devrait avoir un vilain alignement, canal de tendance, canal de contexte, deuxième borne de range. Si on revient ici, Apple, ça va saigner, mais violent. Encore une fois, la probabilité de revenir ici reste à mon sens inférieure à la probabilité technique d'aller plus haut. Le problème, c'est juste quand on regarde son graphique comme ça, parce que ça, effectivement, statistiquement parlant, on en sort par le haut. Et ça revient à ignorer clairement le fait qu'ici, les contextes sont complètement disjoints, ce qui traduit une tendance plus que mature, voire dans le cas où les deux contextes sont disjoints, carrément excessive. Donc là, on a une fin totalement excessive, ce qui veut dire, attention, pour contextualiser votre marché, il va falloir dézoomer. Et là, il n'y a qu'à passer en hebdomadaire pour comprendre qu'il y a clairement un problème sur cette valeur. Maintenant, tout le monde préfère l'ignorer et se dire, ouais, mais le fait qu'Apple, il y a seulement un an, même pas, qu'il y a seulement 6 mois, ça valait plus de 2 fois moins cher. Ça ne questionne personne. Voilà, ça ne choque plus personne. La dernière fois qu'on a traité un peu du prix qu'on a traité correctement les prix sur cette valeur, ça remonte à 4-5 ans et les prix étaient 6 fois moins chers. Et aujourd'hui, on n'a clairement pas 6 fois les bénéfices qu'on avait en 2016. Donc, encore une fois, ne pas oublier la réalité physique des choses. On peut s'en écarter clairement, mais encore une fois, il y a toujours un moment où la gravité rattrape et plus on est monté haut, plus la pomme qui tombe de l'arbre fait mal. Donc, toujours pareil, on fait attention, ça ne veut pas y dire ici fantasmer sur les baisses, ça veut simplement dire attention à des trous de liquidité assez impressionnants dus à des structures fortement spéculatives. Donc Apple, il faut faire gaffe. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire, c'est toujours le même message. Maintenant, à mon sens, il faut franchement un raté sur Apple et des signaux plutôt inquiétants de repli des values qui ont atteint des zones d'objectif pour la plupart. On le voit clairement d'ailleurs à côté de ça, les junk bonds sont carrément skyrocket. Bref, la prise de risque est carrément à son maximum et on a des signaux de prise de profit partout. Pour moi, les junk bonds sont aujourd'hui surachetés sous des moyennes de prix qui étaient baissières. J'ai pas l'impression qu'on aille encore une fois ici à un effondrement à nouveau, mais par contre, attention à des replis au canal de tendance. Ça, par contre, c'est très très probable. Repli vers ce genre d'ancien support à la zone des 100 me semble tout à fait envisageable. Donc, faites encore une fois attention aux différents replis. On achète des supports, les franchissements de résistance, oui, mais pas quand on est en fin de tendance. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la tendance est clairement mature, c'est pas le moment de payer les cassures de résistance. Par contre, les vendre comme un débile sans signaux, ça n'est pas non plus approprié. Voilà, donc pour l'instant, ce serait du trade en reverse, puisqu'on est sur un sommet, donc uniquement des expérimentés là-dedans. Si je trouve des choses qui sont exploitables pour les gens qui sont un peu moins expérimentés, je serai le premier à vous le dire, bien entendu, dans le Discord. Pour l'instant, c'est de la recherche de signaux techniques, et ça nécessite ici une maîtrise clairement avancée des stratégies. Donc, on le fait en porte close avec les expérimentés, et pour l'instant, je regarde. Je n'ai pas de position en cours, pour l'instant, dans cette stratégie-là. C'est de l'observation. Allez, on passe aux crypto, sinon l'émission va être beaucoup trop longue. Paf. Ok. Allez, c'est bon. Donc, sur la partie crypto, on le voit bien, et c'est effectivement ce que je sentais ces derniers jours, c'est-à-dire qu'Ethereum ayant été un petit peu moumou dans la phase de hausse dernièrement,
Bon, c'était normal, en même temps, aujourd'hui on a le lancement de la chain à 13h cet après-midi, donc on va voir un petit peu tout ça, mais effectivement je serais très curieux de voir ce qui va se passer sur Ethereum. Est-ce que lui en fait nous fait sa rattrapade, tirant effectivement tout le secteur probablement à la hausse, vers des cassures de résistance? Maintenant, certains ont quand même eu une belle performance ces derniers temps. Attention, encore une fois, le rallye pourrait tout à fait s'arrêter sur cette zone-là si jamais on voyait et on découvrait des petits problèmes sur le code de la blockchain. On peut avoir encore une fois de la volatilité. Je pense qu'elle sera de court terme pour ceux qui investissent à plus moyen terme, autrement dit de la volatilité de type daily. Ça peut bouger pendant 1 à 2 semaines grand maximum. Je pense que normalement derrière cette volatilité doit rapidement être résorbée. Comme d'hab, les problèmes émergents normalement à la sortie d'une phase de transition, enfin au tout début d'une phase de transition, sont généralement des problèmes d'ordre technique qui sont assez rapidement résolus par ce qu'on appelle des hotfix, c'est-à-dire qu'on arrive très rapidement à résoudre ces problèmes, et d'autres derrière plus systémiques peuvent émerger, comme on l'a dit, autour de 3 à 6 mois. Bref, parenthèse refermée. Donc ici, sur la partie lecture corrélée, j'ai bien l'impression que c'est toujours pareil, c'est la market cap Ethereum qui peut jouer éventuellement une phase un petit peu plus risquée, peut-être corrélée d'ailleurs avec les actions, hein. Si tout le monde s'enflamme, le S&P franchit sa résistance mensuelle, etc. Et on essaye d'accélérer sur l'ensemble des secteurs. Moi évidemment je suis beaucoup plus favorable au secteur crypto, parce qu'ici je vois réellement des potentiels de croissance, alors que tout ce que je vois sur les actions, ce sont des potentiels de bulles spéculatives. Maintenant, et voilà, l'un dans l'autre, moi ça m'intéresse aussi de rester haussier sur les actions, hein. C'est juste pas toutes les actions. Il y en a que je trouve clairement trop dangereuses. Bref, ici, ce qu'on regarde derrière, si on regarde toujours en force relative, attention, je ne vois toujours pas la phase de recorrélation, ce qui m'intéresse, dans le sens où on peut peut-être tenter justement une petite poussée de plus tant qu'on est comme ça. Donc je surveille clairement le comportement pour l'instant de ces deux-là, voir s'ils commencent à déclencher une patate baissière, ce sera plutôt un signe de repli de phase de risque. Et là, évidemment, on risque d'avoir donc un retour dans les ranges avec, pour ma part, probablement une mise en place d'une couverture partielle. Très partielle, hein, je prendrai probablement pas plus de 25%. Peut-être sur Ethereum, ou en tout cas on va dire sur le portefeuille crypto en général. Ce qui sera simplement le signe d'une phase de conso, donc couverture partielle et temporaire, toujours pareil pour couvrir d'un risque de court terme, alors qu'on reste exposé à moyen terme dans un scénario directionnel. Donc pour moi je suis toujours aussi à moyen terme, aucun doute là-dessus. La question étant donc, si j'ai des replis, je vais bénéficier de ces replis pour mettre à profit une stratégie de couverture qui me servira à renforcer sur les supports, hein, bien entendu. Voilà. Sur le plan technique, écoutez, pas grand chose à faire, mais ce que je vais vous noter qui me semble très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que donc ici, à la sortie, à l'approche de ce range sur Bitcoin, on arrive et on est en train de préparer un squeeze des prix, squeeze de la résistance, qui m'intéresse beaucoup, puisque du coup, voilà, on voit qu'en fait ici on manque de respiration sur la volatilité. Autrement guillemets, on a clairement une forte probabilité de continuer à pousser à travers ce niveau-là. Hier, on a littéralement breaké sans travail spéculatif une troisième borne de range, ce qui m'invite toujours à penser que la première target sur laquelle il faudra faire attention à la gestion du risque se trouve en report du ratio 1 pour 1 du range, qui est une pattern dont on va discuter aujourd'hui dans la TL un petit peu plus tard, si j'arrive à avoir de la luminosité pour enregistrer. Donc voilà, c'est la zone qui m'intéresse. Regardez là-haut comment ça va se profiler. Encore une fois, ici, c'est uniquement des trades pour les expérimenter et je ne suis même pas sûr de faire quoi que ce soit en couverture par là. Mais je vais regarder en tout cas les signaux techniques dans cette zone-là. Ce qu'il faut faire en attendant, c'est donc de vous dire que tant qu'on est au-dessus de la troisième borne de range, tout est plutôt positif. Si on avait une réintégration ici, on aurait peut-être affaire à un scénario relativement rare, mais existant d'un double top. Par contre, voilà, le fait qu'ici on comprime la volatilité, alors que les différents canaux de contexte et de tendance sont haussiers, m'invite plutôt à penser que c'est dans une faible volatilité qu'on risque de poursuivre la hausse, si tout se passe bien évidemment, sur Ethereum. Ethereum, c'est le même constat de mémoire. Je crois qu'on est aussi en squeeze sur les prix, sur l'ancien sommet, ce qui m'invite clairement à penser là aussi que si tout se passe bien, on va juste squeezer une poursuite haussière. Et ici, tout comme sur Bitcoin, péter les systèmes de troisième borne de range ici par des accélérations, en fait, tout simplement à la médiane du range. Au lieu de traiter les prix, on accélère, on continue à travers les niveaux de tendance, on casse des cycles. Bref, en soi, ici, ça n'intéresse pas grand monde, donc il n'y a même pas de range qui se met en place. Et rappelez-vous qu'une troisième borne de range, même si elle n'est pas tradée,
représentent quand même quelque chose. Autrement dit, ces troisième bornes de range, comme elles ont été non spéculées par les spéculateurs, c'est qu'ils perçoivent un risque soit inexistant, ce qui est perso mon cas, hein, j'ai pas l'impression que ça va me planter sur ce lancement de blockchain. Donc bah voilà, les gens s'en foutent, c'est de dire on avait une gestion du risque potentielle, elle n'intéresse, ou en tout cas elle n'a pas l'air d'intéresser grand monde, très probablement ici même chose, de cette zone potentielle, on risque d'avoir un report en ratio 1 pour 1, et ça met en exergue pour moi cette zone vers les 700 $, qui est pour moi l'équivalent d'un Bitcoin à 21 000. Donc je surveille cette potentialité ici, tout en restant évidemment pas béatement haussier. Si on devait avoir la validation d'une troisième borne en double top, eh bien évidemment il faudra, à mon sens, même chose, rentrer sur des stratégies de couverture partielle des achats en portefeuille moyen terme, en attendant que la situation derrière se stabilise. Voilà, sur ce, c'est à peu près tout. On va traiter aussi aujourd'hui la surveillance du gold avec les expérimentés. On a pas mal de choses à faire, donc je vous retrouve ce matin en live room. Juste après cette émission, on rediscute de tout ça et surtout on parle de scénario technique. Bye bye.